Voilà, c'était la mise à mort du travail, une enquête tout à fait unique de Jean-Robert Vialet, un éclairage nouveau aussi sur la détresse des salariés. Notez que vous retrouverez mercredi 28 sur France 3 en deuxième partie de soirée le second volet du film que nous venons de vous présenter. Un Français sur 3 serait en situation de souffrance dans son travail. Les salariés et les observateurs ont posé le diagnostic. Cadence soutenue, pression toujours plus grande, solitude. Mais comment répondre à cette maladie sociale? Le débat de hors-série, c'est tout de suite. Et avec moi sur le plateau de hors-série, un invité au cœur de l'actualité. Il s'exprime ce soir pour la première fois sur un plateau de télévision, même si vous l'avez vu dans les reportages du journal télévisé ces dernières semaines. Stéphane Richard, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation de hors-série. Vous êtes le numéro 2 de France Télécom, l'homme providentiel. Vous avez été appelé aux côtés de Didier Lombard le 1er septembre dernier. Merci d'être avec nous. Donc François Chérec est là également, bonsoir. Président de la CFDT, le psychanalyste Christophe Dejour, merci d'être sur ce plateau ce soir. Et puis Jean-Robert Vialet, bonsoir, vous êtes réalisateur du documentaire que nous venons de diffuser sur France 3. D'abord, quand vous avez tourné ce film, 3 ans d'enquête, je le disais tout à l'heure, est-ce que vous attendiez à être confronté à autant de détresse et autant de souffrance? Ce qui nous a surpris le plus fort, c'est plus finalement ce qu'on a découvert derrière, c'est-à-dire ces techniques de management qui sont finalement, sous des aspects très anodines, très simples, finalement font des dégâts importants. Stéphane Richard, 25 suicides à France Télécom en moins de 2 ans. Est-ce que vous approuvez ce que vient de dire Jean-Robert Vialet? Est-ce que les responsables de ça, ce sont les cadences, la pression? Est-ce qu'on demande toujours plus aux salariés de France Télécom, comme d'ailleurs, parce qu'il y a aussi eu des suicides chez Renault ou EDF? Je crois que, d'abord, cette série de 25 suicides dans l'entreprise a été un terrible choc pour l'ensemble du corps social et nous a amené très clairement à une profonde remise en cause. Je crois que dans ce qu'on appelle la souffrance au travail, il y a de multiples causes qui tiennent aux conditions de travail, qui tiennent à l'individualisation aussi de la mesure des performances, à la comparaison entre les individus, à l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ce serait réducteur de probablement ne citer qu'une seule de ces causes, mais certainement que toutes ces causes ont pu exister à l'intérieur de France Télécom. La première des choses que nous devons faire, c'est entendre cette souffrance, ne pas nier qu'elle existe, et ensuite se mettre autour de la table avec nos partenaires sociaux, écouter nos salariés et voir comment concrètement on peut essayer de réduire ces foyers de souffrance. Christophe Dejour, est-ce que ce mal-être au travail, est-ce que c'est une spécificité des très grandes entreprises comme France Télécom ou pas uniquement? Non, pas uniquement. On en parle plus à propos des grandes entreprises, mais en fait il y en a aussi dans les petites et moyennes entreprises. Alors c'est vrai qu'on a introduit depuis un certain nombre d'années, avec ce qu'on appelle le tournant gestionnaire depuis une vingtaine d'années, des nouvelles techniques d'organisation du travail, parmi lesquelles l'évaluation individualisée des performances, qui est quand même celle qui joue le rôle le plus important, dans la mesure où elle a mis très rapidement les gens en concurrence les uns avec les autres, jusqu'à des concurrences déloyales entre les personnes. Ce qui fait que maintenant, le monde du travail est un peu dévasté par le fait que les gens sont très seuls, qu'ils sentent que l'autre n'est pas un ami ou un camarade, quelqu'un qui peut le soutenir ou l'aider, tous les gestes de prévenance, tous les gestes d'attention, de respect de l'autre, d'entraide, tout ça, ça a disparu. Et donc les gens sont très seuls. Justement, Stéphane Richard, est-ce que quand on entend des salariés de France Télécom qui témoignent à visage caché ou pas d'ailleurs, et qui disent on nous demande trop, on nous demande toujours plus, c'est très dur et on ne tient plus la cadence, est-ce que vous mesurez ce mal-être social et ce mal-être au travail? Oui, on le mesure d'abord en allant à leur rencontre, ce que personnellement je fais depuis maintenant 15 jours, quasiment tous les jours dans des sites différents. On le fait aussi à travers un travail qui est inédit en France, qui a consisté aujourd'hui même à envoyer à nos 102 000 salariés en France un questionnaire de 170 questions extrêmement complet qui a été conçu et qui va être exploité par une entreprise extérieure à France Télécom. L'objectif de ce travail, c'est vraiment de dresser un état des lieux de l'état psychologique et moral du risque psychosocial, comme on dit dans l'entreprise. Et est-ce que vous allez attendre les résultats de ce questionnaire pour prendre des décisions sur l'organisation du travail chez France Télécom? Non, je crois qu'on est tout à fait conscient qu'il y a urgence et qu'on est un peu dans une course contre la montre. C'est la raison pour laquelle on a d'ores et déjà indiqué que sur 2 aspects qui sont très importants, qui sont 2 causes
de souffrance, qui sont d'une part les mobilités non souhaitées, comme on dit, c'est-à-dire les cas où tel ou tel salarié... Et ça, vous avez gelé, ça? On a dit qu'on gelait totalement ces mobilités non souhaitées, le temps qu'il faudra pour se mettre d'accord sur un nouveau régime de mobilité. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'on a annoncé aujourd'hui même que nous gelions tous les projets de restructuration qui étaient engagés et qui pouvaient se traduire en particulier par des fermetures de sites. Là aussi, on sait que c'est un type de circonstance qui peut créer beaucoup de souffrance auprès de nos salariés. François Chérec, je disais tout à l'heure, il y a eu des suicides chez Renault, il y a eu des suicides chez EDF. Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui, on souffre particulièrement chez France Télécom ? On souffre particulièrement chez France Télécom comme on souffre dans d'autres entreprises. J'ai lancé quelques alertes pour d'autres entreprises, y compris les entreprises publiques récemment. J'ai parlé de Pôle emploi, j'ai parlé d'Alcatel. Parce que aujourd'hui, et ça s'accumule déjà depuis pas mal d'années, les objectifs financiers, économiques de l'entreprise prennent le pas sur tous les objectifs de l'entreprise. C'est-à-dire, peu importe la façon dont on atteint ces objectifs financiers. L'important, c'est de les atteindre. L'important, c'est de les atteindre. Et le rapport entre les actionnaires et les dirigeants, M. Richard est un dirigeant d'entreprise, les rapports entre les actionnaires et les dirigeants sont uniquement basés sur cet élément-là. Donc après, l'organisation du travail, avec des organisations du travail qui nous viennent des États-Unis en particulier, sont comme seul objectif de les atteindre. On ne voit pas, et d'ailleurs, pas seulement les grandes entreprises, vous l'avez dit, dans le film, on parle d'un petit Intermarché, c'est 50 salariés, et derrière, quel est l'objectif ? Quelqu'un qui a racheté un magasin, qui certainement s'est surendetté, donc donne des objectifs, veut faire le travail à 38 qui avait prévu à 50, c'est à peu près ça. C'est pas tenable. Et si les salariés se mettent en travers parce qu'ils ne peuvent pas et qu'ils souffrent, inévitablement, répression syndicale, etc., etc. Et ce qui se passe dans ces petites entreprises, à l'échelle d'une grande, c'est exactement le même phénomène, avec le sentiment, comme le disait Christophe Dejour, que les gens sont isolés, mais pire qu'ils sont isolés. On l'a vu dans le film, ils sont en concurrence les uns vis-à-vis des autres. D'où ce que j'appelle ce système d'organisation du travail un peu totalitaire, où même au moment de l'embauche, on demande quasiment à 4 chômeurs d'éliminer celui qui est en trop. Donc vous voyez la concurrence entre les salariés, la mise en pression des salariés les uns les autres. Ça, c'est pour le diagnostic. Quelle autre organisation du travail dans les grandes entreprises ou même dans les PME on imagine pour changer les choses, pour renouer le dialogue social et pour que les salariés n'en arrivent pas à des extrémités aussi dramatiques que le suicide? Alors déjà, 2 choses. Que les objectifs qui soient assignés aux managers ne soient pas que les objectifs financiers. Ensuite, une organisation du travail plus collective. Moi, j'ai passé une demi-journée avec les salariés de France Télécom, une trentaine. Ils me disent le pire encore, c'est que ce qu'on nous fait faire, on a le sentiment que c'est du mauvais travail parce que ce n'est pas du travail correct. Parce que ce travail-là n'est plus discuté collectivement entre le responsable de proximité et les salariés. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, il faut qu'on reconstitue les notions d'équipe. Ça passe par les régimes de rémunération, ça passe aussi par toute une série de petites choses qui ne sont pas forcément très compliquées à remettre en vigueur dans l'entreprise. Je pense à toute une série de rites sociaux qui permettent aux gens de se retrouver et au fond d'entretenir un peu ce sentiment aussi d'appartenance à une communauté humaine. Oui, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Quand vous dites restaurer un peu la communauté, etc., j'imagine que c'est organiser des choses entre les salariés, même des pots de départ, des pots d'arrivée, je ne sais pas. Oui. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas ça que ça conduit au suicide. Pourquoi, Christophe Dejour, on en arrive à supprimer sa vie tellement on souffre au travail ? Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ce type de contrainte d'organisation implique du point de vue psychique et du point de vue personnel. Il faut partir du fait que travailler et trouver les modes ingénieux qui permettent de tenir les objectifs suppose en fait une implication personnelle considérable. Les gens, ils pensent non seulement pendant le temps de travail, mais ils emportent ça chez eux. Ils empoisonnent la vie et l'existence de leurs proches, de leurs conjoints, de leurs enfants. Ils font des insomnies, ils n'endorment pas la nuit. Autrement dit, l'intelligence au travail qui permet de tenir ces objectifs, c'est quelque chose qui prend ses racines dans le tréfonds, excusez-moi pour le terme un peu comme ça romantique, mais si vous voulez, en tout cas qui prend vraiment appui sur les ressources les plus profondes des gens. Et c'est vrai qu'à force de se donner comme ça, d'une part, il y a le phénomène d'épuisement, et d'autre part, c'est un des points très importants, c'est que les gens finalement sont amenés dans beaucoup de ces circonstances pour tenir
l'objectif est avoir la quantité, à sacrifier des choses sur la qualité du travail. Mais quand vous sacrifiez sur la qualité du travail, vous êtes quelquefois amené, par exemple quand vous avez un rapport avec un client, à faire des choses que moralement vous réprouvez. Alors ça fait partie du travail. C'est-à-dire que, du coup, vous acceptez de faire des choses dont vous ne pensiez pas que vous seriez capable de le faire pour obtenir le contrat. Par exemple, refiler un contrat à quelqu'un dont on sait qu'il est surendetté, qu'il ne pourra pas. Donc on va tricher sur le prix, on va lui annoncer un prix, mais on ne lui dit pas que dans 2 mois, le prix du contrat va augmenter et doubler par... Bon, alors, évidemment, vous manipulez les gens, mais ça, pour les gens dont l'activité principale, c'est une activité de service, c'est une trahison de soi, c'est une trahison de l'éthique de métier, puis finalement, c'est une trahison de soi. Alors, c'est ça qui fragilise les gens psychologiquement, et quand ensuite l'entreprise, de façon déloyale, si vous voulez, vous mute, vous balance ou vous pousse à partir, les gens, ils sont dans un tel état de fragilité qu'ils ne trouvent pas d'autre issue quelquefois, heureusement assez rarement, que cette espèce de raptus suicidaire. D'autres, ils vont tomber malades autrement, parce qu'il n'y a pas que les suicides, il y a aussi des gens qui font un infarctus du myocarde à la place, il y a ceux qui font d'autres dépressions et qui vont finalement avoir des symptômes, qui vont les amener à l'hôpital, heureusement, plutôt que de se suicider. Vous pensez que dans ce genre de situation, dans les entreprises, le passage à l'acte de l'un des salariés entraîne certains autres qui n'arrivaient pas à franchir le pas Non, je ne crois pas. Je pense que c'est ce qui se dit beaucoup, mais je pense que ça n'est pas vrai, si vous voulez. Il y a des phénomènes d'épidémie de suicide, entre guillemets, d'épidémie, c'est-à-dire de contamination comme ça, de gens qui font des conduites par imitation, mais c'est dans des circonstances très particulières. C'est des adolescents qui n'ont pas d'identité constituée et qui s'identifient massivement à un groupe ou dans les sectes, où vous pouvez, par le leader, entraîner par le groupe lui-même et la puissance du groupe, les gens vers le suicide. Mais France Télécom, par exemple, ou les autres entreprises où il y a des suicides, c'est tout l'inverse. Il n'y a pas de groupe, justement. Ce qui est frappant, c'est que les gens sont tous seuls. Et quand ils commencent à s'enfoncer, personne ne vient à leur aide. Autrefois, il n'y avait pas de suicide sur les lieux de travail parce que les gens s'entraidaient, parce qu'on ne laissait pas un camarade s'enfoncer. On voyait bien qu'il allait mal. Alors on le rattrapait, on lui demandait de s'expliquer, on parlait avec lui. Jean-Robert Vialet, qu'est-ce que vous avez appris sur le dialogue social au sein de l'entreprise en menant votre enquête et en tournant ce documentaire? Et je crois que vraiment, moi, la question que vraiment m'a posé ces films, c'est pourquoi tant de déni? Et du déni, il y en a, on va dire, dans 2 secteurs. Il y a le déni des directions qui savent très bien que la pression qu'on met sur les salariés depuis des années est croissante. Chaque année, un peu plus, chaque année, plus de résultats financiers, etc. Et ça, c'est donc des augmentations de productivité, des augmentations de cadence de travail, etc. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a un déni de la part des directions qui est clair. Il y a aussi un déni du côté des salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile de tenir dans le monde du travail. C'est tellement difficile de trouver du sens au travail, du sens dans ce qu'on fait, dans le geste de travail, de se reconnaître dans son travail, qu'on voit aussi beaucoup de salariés qui évitent finalement aujourd'hui de se poser les questions de ce qu'on leur impose parce que ce serait intenable. Christophe Dejoie. Un petit mot, si vous voulez, sur le fait que certes les gens souffrent et savent qu'ils souffrent, mais ce qui est plus compliqué, c'est de comprendre dans quoi ils sont pris. Et dans le suicide au travail, il y a quelque chose qui est très important à prendre en considération, c'est que les gens eux-mêmes sont pris dans des logiques dont finalement ils ne maîtrisent pas le contenu, dont ils ne savent pas très bien faire l'analyse. C'est un des éléments qui pousse au suicide. C'est ce moment où les gens n'arrivent pas à penser la situation dans laquelle ils sont d'une certaine manière capturés, amenés à faire des actes qu'ils ne voudraient pas faire, mais n'arrivent pas à le penser et surtout n'arrivent pas à en parler avec les autres. Le piège psychologique, c'est important. Tout le monde ne se suicide pas et ceux qui se suicident sont des gens qui sont quand même bien coincés dans une situation très difficile. Je crois qu'il faut vraiment tenir compte de cette difficulté, y compris dans l'action pour ultérieurement. C'est qu'il ne suffit pas de passer un questionnaire pour avoir des réponses, parce que les gens ne savent pas répondre à la question fondamentale, ou en tout cas à une série de questions qui se posent autour du travail. Donc c'est plus compliqué. Le principe du questionnaire, il a été décidé par l'ensemble des syndicats de l'entreprise avec la direction. Moi, je veux bien tous les raisonnements, mais si vous voulez, quand on a un problème aussi complexe, on peut théoriser à l'infini sur une succession de drames individuels. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir où sont les foyers de souffrance de l'entreprise. Je ne suis pas dans le déni, pas du tout. Comme je l'ai dit en introduction, nous sommes dans la remise en cause profonde, avec une vraie volonté de changement. Je pense qu'on est probablement dans une fin de cycle sur le modèle d'organisation d'un certain nombre de grandes entreprises, dont France Télécom. On a un projet qui est passionnant devant nous, qui est d'écrire un peu la nouvelle entreprise. Dernière question pour vous. Vous succéderez à Didier Lombard en 2011 quand son mandat arrive à échéance à la tête de France Télécom? Ce sont les actionnaires et le conseil d'administration de l'entreprise qui répondront à cette question. Vous le souhaitez? Pour l'instant, je suis entièrement focalisé sur mon travail qui concerne la France. Je ne pense qu'à ça et je
pense pas à 2011. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Je vous rappelle l'ouvrage de Christophe Dejour et Florence Bègue, Suicide et travail, que faire, aux presses universitaires de France, celui de Marie Peset, Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés chez personne. Et je vous recommande aussi l'ouvrage de notre confrère d'Europe 1, Martial You, Manuel de survie au travail, aux éditions Alphée. Et je vous invite à poursuivre le débat sur France3.fr. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h35 sur France 3, bien sûr, pour un nouveau numéro de hors-série La folie des années 60. Un très beau documentaire sur les années yéyé. Excellente fin de soirée sur France 3. Merci de votre attention.